Alors, bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui m'entendent déjà. Ok. Eh bien, bienvenue dans ce webinaire sur les réflexes archaïques, donc qui est ah, bonsoir Flavie, bonsoir Duna. Ok, super. Donc, vous m'entendez bien? Bonsoir Catherine, super, merci beaucoup. Donc je suis là grâce à Virginie Bougri-Bouillon. Donc, je suis super contente de co-organiser ce webinaire avec toi. C'est vraiment très, très chouette. Vous étiez plus de 1000 inscrits. C'est assez fou. Je suis vraiment super contente. Je vais être honnête, un petit peu impressionnée aussi par tout ce monde-là qui est là ce soir. Mais voilà, je vous remercie vraiment, vraiment d'être là ce soir. Et puis, alors, il n'est même pas encore 20 heures, mais vous êtes déjà assez nombreux. Mais on va attendre, voilà, au moins qu'il soit 20 heures et puis que tout le monde arrive tranquillement. Mais j'aime bien savoir un petit peu ben, qu'est-ce que vous faites comme profession, qu'est-ce que vous venez chercher ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit peu voilà, votre profession, ce que vous venez chercher. Donc Marie-Laure, tu es éducatrice de jeunes enfants. Ok. Et alors, bonsoir Faiza, donc infirmière péricultrice, formatrice en périnatalité, orthophoniste. Alors, éducatrice de jeunes enfants, psychomotricienne, éducatrice de jeunes enfants. Oh, ok, beaucoup d'éducatrices de jeunes enfants, asthmate, psychomote. Voilà, ça va vite. Gérante de micro-crèche, kiné. Voilà, ok. Auxiliaire, assistante maternelle. Ok, top, top, top. Merci. Psychologue en crèche, auxiliaire puère. Ok, et ben voilà, j'espère vraiment que. Auxiliaire puère, crèche, ok, ok, top, top, top. Eh ben, merci, merci, merci d'être là ce soir, de partager un petit peu voilà, vos professions. C'est toujours chouette de savoir à qui on parle. Et puis, bah, je remercie à toutes celles qui ont aussi allumé les caméras. Alors, vous savez, sur Zoom, je ne peux pas voir tout le monde, mais voilà, je vois la première bande. Donc, je vois Magali, Anaïs, Mélodie et Yasmine. Voilà, Magali. Donc, c'est vous que je verrai. Euh, voilà, et c'est à vous que je parlerai. Donc voilà, il est tout juste 20 heures. Il y a encore pas mal de personnes qui arrivent. Donc bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et puis on va commencer donc sans tarder. Voilà, mais n'hésitez pas à celles et ceux qui arrivent, à partager un peu votre profession, pourquoi pas aussi vos questions. On aura bien sûr un temps de questions-réponses à la fin. Mais vous pouvez aussi poser vos questions dès maintenant, il n'y a vraiment pas de souci. Assistante maternelle, professeur des écoles, pédicure podologue, consultante en parentalité, assistante petite enfance, éducatrice de jeunes enfants. Ok, beaucoup d'éducatrices de jeunes enfants. Ok, ça marche, top. Est-ce qu'on a aussi, alors moi je suis ostéopathe, hein, je vais me présenter juste après, mais est-ce qu'il y a quelques ostéopathes aussi qui sont là ce soir? Je vais alors vous partager donc mon petit PowerPoint. Là, hop, et ensuite, je vais vous récupérer, je vais récupérer le chat pour pouvoir vous reparler. Voilà, pouvoir admettre tout le monde. Hop, 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 hop. Allez, eh ben, c'est parfait. Bon, on va commencer. Donc, directement, on va rentrer dans le vif du sujet et parler des réflexes archaïques. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà les réflexes archaïques ou c'est vraiment tout nouveau? Donc, Sylvie, toi, tu connais déjà un peu. Ok, il y en a qui connaissent. Ok, ça marche. Donc, eh bien, alors, je vais commencer par me présenter parce que vous ne savez pas forcément. Donc, je m'appelle Capucine Verselotti, je suis ostéopathe et
Je me suis spécialisée depuis quelques années sur les réflexes archaïques, donc c'est ça que je vais vous présenter ce soir. Donc moi, je suis ostéopathe depuis une quinzaine d'années, je suis fille d'ostéopathe, donc mes deux parents sont ostéopathes, ça a été les premiers ostéopathes à s'installer sur le secteur de la Franche-Comté. Euh, j'ai vraiment beaucoup appris avec eux à être au cabinet, beaucoup à faire du bénévolat. Et ma mère, même avant d'être à l'école d'ostéopathie, eh bien, elle me montrait dans la rue, bah, tu vois, le monsieur là, il a tel problème, telle boiterie, et puis regarde la forme de la tête, euh, c'est lié à tel problème. Donc voilà, j'ai vraiment baigné dans le monde de l'ostéopathie depuis toujours, et je pense que ça a été un vrai accélérateur d'apprentissage, voilà, d'être avec eux, d'être à leur contact et de travailler avec eux dès la sortie de l'école, parce que je pense que c'est là où on progresse le plus quand on a des gens qui sont très expérimentés. Euh, et à côté de ça, j'ai aussi une autre facette Alors, excusez-moi, il y a encore pas mal de gens qui arrivent. Donc, j'ai j'ai eu la chance dans mon parcours à l'école de faire des classes multisports, et vous allez voir que c'est intéressant de comprendre ça par rapport à mon histoire. J'ai fait donc, il faut savoir d'abord, je suis dyslexique, donc j'ai une dyslexie qui a été diagnostiquée assez tardivement quand j'avais déjà mon bac en poche. Mais voilà, donc on peut considérer, j'étais en difficulté dès le CP. Je dis souvent parce que c'était vraiment voilà, l'école très très compliquée pour moi. Et donc j'ai intégré ces classes multisports, et donc j'ai fait plein de mouvements différents, parce que j'ai fait de la danse, du rugby, du saut à la perche. J'ai vraiment fait beaucoup de mouvements et mouvements différents. Et on va voir que bah, tous ces différents types de mouvements, finalement, ils vont aussi aider à intégrer les réflexes archaïques. Et je me suis passionnée pour la course d'orientation, que j'ai pratiquée à haut niveau pendant plus de 15 ans, et j'ai participé à 13 championnats du monde, j'ai une dizaine de titres de championne de France. Euh, et, euh, et donc voilà un petit peu mon parcours sportif. C'est toujours un sport que je pratique énormément. Alors voilà, essayez de bien couper vos micros, parce que vous êtes vraiment nombreux. Normalement, ils sont coupés quand vous arrivez, mais voilà, essayez de bien couper les micros pour pas que ça fasse trop de bruit. Euh, et puis ensuite, eh bien, je me suis passionnée. Après, j'ai eu deux enfants, après le sport de haut niveau. Et quand j'ai eu mes enfants, j'ai trouvé ça vraiment, le développement moteur, ça m'a passionnée. C'était vraiment incroyable de voir mes enfants faire ce développement moteur, se retourner, ramper. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, dans mon cabinet d'ostéopathie, d'accompagner les bébés à travers toutes ces étapes, il y a vraiment quelque chose, une grande question qui m'a amené à tout ce travail-là aujourd'hui, c'est pourquoi il y a certains enfants, ça va bien, tout va bien, et puis on a l'impression que toutes les étapes se font facilement, et puis il y a d'autres enfants où tout paraît compliqué, toutes les étapes paraissent tout paraît un peu lent, un peu dur à démarrer. Et donc c'est ça j'ai beaucoup voilà, cherché sur cette question pour essayer de répondre à ça. Pourquoi il y en a pour qui c'est facile, puis il y en a pour qui tout a l'air compliqué. Et quand je me suis formée au réflexe archaïque, j'ai trouvé ça extraordinaire. On va détailler un petit peu plus juste après. Quand je me suis formée, on apprend à prendre en charge des enfants à partir de 5-6 ans qui ont des difficultés d'apprentissage. Et je me suis rendu compte que je me suis dit, mais pourquoi je vais attendre que les enfants aient 5-6 ans pour intégrer leurs réflexes, alors que moi, au cabinet, je vois des bébés qui ont une semaine, 15 jours. Et donc, j'ai commencé à transposer ce que j'avais appris chez les enfants plus grands, chez les bébés, et je me suis rendu compte qu'on avait déjà plein de choses qu'on pouvait utiliser au niveau des réflexes pour accompagner les enfants dans leur développement moteur. Alors, aujourd'hui, c'est les chiffres américains, d'accord? C'est pas les chiffres français, mais je pense qu'on les suit de pas trop loin, hein. Donc aujourd'hui, on a à peu près 11% d'enfants qui ont des TDA, TDAH. On a 1 à 3% d'enfants qui ont des troubles du spectre autistique. Et
15 à 20% d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage type dyslexie. Donc, on va se retrouver en fait avec des enfants qui ont 20 à 25% des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. L'audio et... Et, ah. Alors, coupez bien les micros. Hop, voilà, pardon. Et ça va être, c'est en constante augmentation. En fait, ces chiffres-là, ils ne font que augmenter. Donc, on va se retrouver avec, avec voilà, de plus en plus d'enfants qui ont ces difficultés-là et on va voir que les réflexes peuvent les accompagner. Et finalement, ce que j'avais envie aussi de partager ce soir, c'est que euh, souvent on distingue la cognition, le cerveau et le mouvement, alors qu'en fait, le mouvement, c'est la chose la plus importante pour le développement du cerveau. Et finalement, le développement moteur, c'est le reflet de qu'est-ce qui se passe en haut au niveau du cerveau. Donc, c'est vraiment les choses, elles vont ensemble et on ne peut pas séparer le développement du cerveau avec du développement moteur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette pyramide des apprentissages. Et finalement, ce qu'on demande à l'école, c'est tout en haut de la pyramide, hein, c'est les apprentissages scolaires qui est là-haut. On a aussi le comportement et puis les activités de la vie quotidienne. Mais pour que ça puisse se faire, eh bien, on va avoir besoin de tout un tas d'autres systèmes qui doivent être fonctionnels. Et donc, dans ces différents systèmes, on a donc les cinq sens, la proprioception, le système vestibulaire. Et vous voyez aussi au-dessus, on a les réflexes, on a la conscience des deux côtés du corps, hein, le droite et gauche. Et encore au-dessus, là, on a aussi la sécurité posturale, donc et tout ce qui est tonicité posturale. Et ensuite, là au-dessus, on va avoir le contrôle oculomoteur et la coordination œil-main. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on on demande aux enfants qui rentrent au CP, par exemple, de faire, voilà, d'être dans ce tout haut de la pyramide, alors qu'en fait, tout le reste en bas n'est pas acquis. D'accord? C'est-à-dire qu'on a encore des réflexes qui sont présents, ils n'arrivent pas à contrôler l'œil par rapport à la main, les yeux n'arrivent pas à bouger, ils n'ont pas de tonicité posturale suffisante. Et du coup, tout ça, ça va être des, des cailloux dans la chaussure euh, pour, euh, pour apprendre. Ah Alors, non, ça me joue tout, ça me saoule. alors voilà, coupez bien les micros. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Hop, voilà. Et donc, ce soir, je voulais vous présenter différents réflexes pour que vous voyez bien c'est quoi un réflexe, comment on le teste, qu'est-ce qu'on en fait. Et je trouve que c'est parlant de voir avec des vrais enfants, en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous les regardez. Donc, je vais déjà vous dire un petit peu c'est quoi ces réflexes, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas. Donc, les réflexes, c'est des mouvements automatiques, c'est-à-dire que ça va pas passer par le cerveau, ça va passer par la moelle épinière. Et donc, on va avoir, par exemple, je touche quelque chose dans la paume de la main, ça déclenche, ça serre la main. Donc, c'est le réflexe d'agrippement. Ça, c'est un réflexe que vous connaissez sans doute si vous travaillez avec des enfants. Et on a plein d'autres réflexes qui existent. Ces réflexes, ils sont présents in utero, donc ils sont déjà là dans le ventre de la maman. Ils vont être très présents lors de la naissance et ils vont participer à la naissance. D'accord? On a vraiment le bébé qui va être actif pour naître. Et ensuite, les réflexes, ils vont être très présents une fois que le bébé il est né. Et ces réflexes, ils sont liés à la survie de l'enfant. Ça veut dire que par exemple, vous avez peut-être déjà vu des bébés qui, quand on les pose, une fois qu'ils sont nés sur le ventre de la maman, ils vont ramper jusqu'au sein, faire des petits mouvements de tête, ça, prendre le sein et téter. Tout ça, c'est des mouvements réflexes. Le bébé, il n'a pas dit, tiens, j'ai faim, allons manger. D'accord? C'est pas, tout est réflexe. D'accord? Le mouvement de rotation, c'est un mouvement réflexe. Le mouvement de bouger la tête à droite à gauche, c'est un mouvement réflexe, etc., etc. Et donc, ces réflexes, ils sont là.
pour la survie, pour l'aider à s'adapter, parce que le bébé naît vraiment complètement immature. Et puis progressivement, le réflexe, il va disparaître à force d'être utilisé. D'accord? On va l'utiliser, l'utiliser. Et puis progressivement, on veut qu'il disparaisse pour laisser place au mouvement volontaire. Et si on reprend l'exemple du réflexe de fouissement, donc le réflexe où le bébé va bouger la tête à droite, à gauche, quand moi je veux boire de l'eau, un verre, eh bien si je fais à chaque fois un petit mouvement de tête comme ça, c'est pas très pratique. Donc, vous comprenez bien que si on conserve un réflexe au-delà de l'âge à laquelle c'est nécessaire, c'est handicapant, c'est enquiquinant, d'accord? Euh, donc, voilà. Est-ce qu'il y a déjà quelques questions sur c'est quoi un réflexe? Ou est-ce que vous arrivez à comprendre? Je vais vous montrer un exemple précis là, avec le réflexe tonique asymétrique du cou. Euh, mais vous comprenez que ce réflexe, il est nécessaire, et puis ensuite, on n'en veut plus, il faut qu'il disparaisse. Et aujourd'hui, on a des études qui nous montrent que effectivement, la persistance des réflexes, au-delà de l'âge à laquelle ils devraient euh, être, eh bien, va entraîner des difficultés dans les apprentissages. Donc, c'est des enfants qui vont souvent, en fait, ils vont quand même arriver à faire des trucs, mais ça va leur demander beaucoup d'efforts et ils vont devoir compenser énormément. Euh, le réflexe tonique asymétrique du cou, donc c'est un réflexe qui, quand la tête tourne, ça va faire un mouvement d'escrimeur, comme ça, et la même chose au niveau des jambes. Et donc, à chaque fois que la tête elle tourne, ça va déclencher ce mouvement-là. C'est un des principaux réflexes qu'on va retrouver dans les difficultés d'apprentissage. Et on va avoir des enfants qui vraiment vont avoir du mal à croiser la ligne médiane. Donc, c'est par exemple, on va avoir des enfants qui vont jouer avec la raquette, par exemple, main droite, mais comme ils n'arrivent pas à croiser la ligne médiane, ils vont changer de main au lieu de faire un revers. D'ailleurs, j'ai vu un petit garçon la semaine dernière et son objectif à lui, c'était de pouvoir faire un revers au tennis parce qu'en fait, il a toujours son RTAC et il n'arrive pas à faire un revers. En fait, il n'arrive pas à croiser la ligne médiane. On va avoir des enfants qui, souvent, ils vont avoir besoin d'immobiliser une partie du corps pour pouvoir laisser l'autre partie du corps fonctionner. Donc, c'est des enfants qui vont, par exemple, tenir leur tête comme ça quand ils travaillent ou se mettre complètement avachis sur le bras, complètement étalés contre le bureau. Ils vont pouvoir aussi faire pareil avec les jambes. Donc, soit ils enroulent un pied sous la chaise, soit ils mettent un de leurs pieds sous eux. Et donc, quand ils font ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont immobiliser tout un côté du corps pour que l'autre côté puisse travailler tranquille. Donc, souvent, c'est des enfants qui vont mettre du temps à s'installer au bureau parce qu'il faut déjà comme ils bloquent un côté pour que l'autre côté puisse travailler. Ça va être aussi des enfants qui en fait, quand le problème, c'est quand la tête tourne, le bras bouge. D'accord? Donc, c'est des enfants qui peuvent paraître maladroits euh, et faire tomber des trucs. Parce qu'en fait, ils tournent la tête et puis ils font tomber une tasse, un truc, un cahier, une trousse. Voilà, ça c'est vraiment typique du RTAC. Euh, et donc, pour le tester, il est assez simple à tester, d'accord? Je vais vous montrer ces deux enfants-là pour faire le test. Donc, on a cette première petite fille, et ça, vous pouvez tester à tout le monde hein, qui est chez vous à la maison. RTAC, réflexe tonique asymétrique, du coup. Donc, vous demandez aux personnes adultes et enfants, hein, vous pouvez tester tout le monde. Vous mettez les deux bras devant, coude relâché. Vous allez fermer les yeux et moi, je vais te tourner la tête à droite et à gauche. Et la consigne, c'est tu laisses bien les bras devant, d'accord? On donne la consigne à la personne, tu laisses bien les bras devant. Je vous montre ce que ça donne tout de suite. Donc on voit bien que malgré que je lui demande laisse bien les bras devant, en fait non, non, de manière réflexe, les bras ils partent à droite et à gauche, typique d'un réflexe tonique asymétrique du coup non intégré. Je vous montre un autre enfant.
Et donc là, vous allez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on a quand même un petit décalage, d'accord? Donc ça pourrait être amélioré, d'accord? Donc c'est un enfant qui a un réflexe archaïque encore un petit peu présent, mais vous voyez la différence entre la petite fille et ce petit garçon. Il y a quand même voilà, il y a des gradients, d'accord, dans la non-intégration. Donc on peut avoir des choses plus légères et des choses beaucoup plus euh, marquées dans la non-intégration. Anne-Sophie, tu demandes à partir de quel âge on peut observer que les réflexes ne sont pas acquis. Alors, il y a normalement à peu près 1 an, ils devraient quasiment être tous partis. Mais c'est sûr que si on teste sur un enfant de 1 an et demi, 2 ans, tu retrouveras encore du RTAC, d'accord? C'est pas encore complètement l'intégration, elle n'est pas complètement terminée. Donc, je dirais que ces tests-là, tu peux les commencer à les faire à partir de 3 4 ans. Voilà. Mais ça n'empêche pas quand tu peux travailler sur du mouvement passif sur des enfants plus petits. Alors, Monica, tu demandes quelle est la différence entre un manque de dissociation tête-tronc et les réflexes RTAC non intégrés. Attends, euh, Alors ça, c'est une bonne question. En fait, tu peux te demander aussi le fou la poule, tu vois, qui a commencé. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'ostéopathe, souvent, quand on a des RTAC non intégrés, en fait, on a aussi des raideurs cervicales donc, qui sont associées. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu assez de stimulation au niveau de la mobilité de la tête. Donc, en général, ça va être concomitant. Tu vas récupérer euh, de la mobilité et de la dissociation quand tu vas intégrer le réflexe et vice-versa. Ah, alors, pardon, j'ai passé une case trop tôt. Donc, le réflexe tonique asymétrique, du coup, il va commencer à s'intégrer quand le bébé il va faire son retournement. D'accord? Dès qu'il va commencer à dissocier le mouvement de la tête du mouvement du bras et du reste. Et donc, et ensuite, ça va se poursuivre l'intégration à travers toutes les grandes étapes du développement moteur. Donc, le retournement, le ramper, le quatre pattes. Toutes ces étapes, elles vont permettre de dissocier les mouvements de la tête des mouvements du bras. Dans un autre test que vous pouvez faire facilement à la maison, c'est tester le schéma croisé, d'accord, qui devrait être aussi acquis quand même assez rapidement. Et vous allez voir chez cette petite fille, donc elle avait différents réflexes non intégrés, d'accord, elle n'avait pas que le RTAC, mais elle avait aussi le RTAC. Donc là, ce que je lui demande simplement, c'est de croiser coude, jambe, d'accord, tout simplement. Je vous montre. Donc, vous voyez qu'elle est latéralisée, d'accord? Donc là, je l'accompagne pour essayer de lui montrer un petit peu, voilà, ce qui est possible. Et quand je lâche, vous allez voir, touc, voilà, on voit bien le côté très réflexe de ce mouvement, d'accord? C'est-à-dire que même quand je l'aide et que je lui montre, en fait, spontanément, elle va vraiment faire ce mouvement homolatéral. Et pour la petite histoire, cette petite, elle avait aussi un réflexe, il lui manquait son réflexe parachute. Donc, c'est-à-dire que quand elle tombait, elle ne mettait pas les mains. D'accord? Donc, réflexe parachute, quand on tombe, on est censé mettre les mains pour se protéger. Donc, c'est une petite qui revenait toujours balafrée de l'école, d'accord? Des bleus ou des griffures sur le visage. Et il s'est avéré que c'était ma petite voisine. Et donc, on a fait ce travail d'intégration. Puis un jour, elle vient, elle fait Capucine, regarde. Son visage était intact, pas de bleu, pas de griffure. D'accord. Donc, voilà, c'est des petites histoires. Ah, je ne sais pas pourquoi ça passe trop vite. Et donc, une dernière vidéo pour vous. Donc là, c'est la petite vidéo l'image de droite, c'est un bébé qui fait son RTAC, d'accord? On voit bien le mouvement de l'escrima. Et la vidéo que je vais vous montrer, donc c'est un enfant à qui on commence à lui faire justement travailler à dissocier le mouvement de la tête, du mouvement du bras, du mouvement de la jambe. D'accord? On veut arriver à dissocier. Et ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir remonter la jambe comme un mouvement de ramper. D'accord? Et vous allez voir qu'en fait, euh, comme la tête, elle est tournée d'un côté, lui, il veut quand même tourner la jambe du même côté que sa tête est tournée. D'accord?
Et donc, je vous montre, j'espère que ça sera clair. Voilà, sa tête est tournée à gauche, donc il essaie de passer sa jambe droite à gauche, alors qu'on veut lui faire faire ce mouvement de ramper. Donc là, le papa, il l'aide. Voilà. Est-ce que vous avez pu voir un petit peu sur la vidéo? Un peu. Alors, Anne-Sophie, tu dis oui. Ok, merci. Ok, top. Donc, il y avait une question. Du coup, si le réflexe parachute n'est pas intégré, il va faire forcément un RTAC? Non, non, pas forcément, hein. Chaque réflexe, il est distinct les uns des autres. Donc, non, non, on peut avoir très bien que un RTAC ou un réflexe parachute. Voilà, c'est pas, on va juste les tester, d'accord? Et puis regarder un petit peu ce qui se passe. Mais ce que j'observe quand même, c'est que plus les enfants sont en difficulté, plus on a un nombre de réflexes qui n'est pas intégré. D'accord? C'est pas, c'est assez classique que j'ai des enfants qui aient 6, 7, 8, 10 réflexes pas intégrés. D'accord? Donc, pour eux, c'est vraiment très, très compliqué, quoi, le quotidien. Et pour les parents aussi, hein. Donc, si on a que un ou deux qui n'est pas intégré, c'est des enfants qui ont des difficultés sur un problème, une thématique ou quelque chose de bien spécifique sur ce réflexe. Quand les enfants ils commencent à en avoir beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Oui, Monica, oui, c'est ça. C'est un des mouvements qu'on utilise pour la rééducation. C'est ça, exactement, pour l'intégration. Alors, il y a plein de choses, hein, on peut faire, différencier différentes choses pour l'intégration, mais ça, c'en est un, effectivement. Ensuite, je voulais vous montrer donc un autre réflexe. Alors, Mélodie, mais attends, je vais répondre à ta question parce que je l'ai vu. Donc, comment ça se fait que les réflexes ne sont pas intégrés? C'est dû au fait que les bébés ont été mis dans des positions qu'ils n'ont pas acquis, par exemple. Alors, il y a plein de facteurs qui vont faire que les réflexes ne sont pas intégrés. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a déjà des choses qui se jouent in utero, d'accord? Si la maman est active ou pas, comment s'est passé l'accouchement, et puis ensuite, comment s'est passée effectivement cette première année de la vie de l'enfant, d'accord? Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelle étape il a fait, à quel moment aussi, c'est-à-dire que les réflexes, ils sont censés émerger à certains moments précis, d'accord? Et donc, si l'enfant, il n'est pas stimulé à ces phases-là, eh bien, il va risquer d'avoir des problèmes sur ses réflexes. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Mais oui, c'est beaucoup lié au développement moteur du bébé. Le réflexe de Galant, donc c'est un réflexe qui est dans le dos. Vous allez voir, je vais le tester. Réflexe de Galant, réflexe de Pérez, qui sont les deux réflexes au niveau du dos. C'est pareil, ça, vous pouvez vous amuser à tester ça chez Ah, vous. Donc c'est un réflexe on va frotter le long du dos et ça, chez le bébé, ça va déclencher une inclinaison. Si je touche de l'autre côté, ça déclenche une inclinaison. Et le réflexe de Pérez, c'est au milieu, au niveau de la colonne vertébrale des fesses jusque vers le haut. Et là, va faire plutôt une espèce de vague. C'est des réflexes qui sont très présents lors de la naissance. D'accord? Vous comprenez bien que faire des petites inclinaisons puis faire un peu la vague comme ça va aider le bébé à naître. Et puis ensuite, c'est des réflexes qui vont aider dans le retournement, dans le ramper, dans ce type de mouvement qu'on va retrouver. Quand le réflexe de Galant il persiste, ça va donner des enfants qu'on va penser chatouilleux, d'accord? C'est des enfants qui sont... en fait, le réflexe, il est déclenché par exemple par le dossier de la chaise. Donc, c'est des enfants qui gigotent beaucoup sur leur chaise, qui tiennent pas en place, qui n'arrivent pas à manger même assis pour certains enfants. Euh, Ça va être des enfants qui vont être très sensibles aux étiquettes, aux ceintures, aux élastiques, qui en vont avoir du mal avec voilà, tous les vêtements qui touchent leur dos, en fait, parce que ce réflexe va être déclenché. Euh, donc, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble un réflexe de Galant et de Pérez non intégré.
Oups, pardon. Ah, pardon, pourquoi ça est allé trop vite? Voilà. Alors, donc voilà, donc le réflexe de Galant, j'espère que vous avez vu, voilà, il est assez simple et une partie de l'intégration se fera par le massage. Voilà. Toucher et ensuite, eh ben, on peut faire par exemple du rampé, d'accord? Parce que le rampé, ça va faire ces petits mouvements-là. Euh, alors donc, Rougerie, tu as posé la question, tu n'as pas compris le rapport entre RTAC et la motricité des membres inférieurs. Parce qu'en fait, ce que tu vois, le réflexe tonique asymétrique du cou, comme ça, on va avoir exactement la même chose au niveau des jambes. D'accord? Il y a une jambe qui va fléchir et une jambe qui va tendre. Sauf que là, je suis assise, donc je peux pas te montrer, mais tu vas avoir la même chose. C'est-à-dire que quand la tête, elle tourne, ça va déclencher un mouvement du bras et de la jambe. D'accord? Donc en fait, c'est que le réflexe, il est sur la totalité du corps. C'est pas que les bras, il y a aussi les jambes. Euh, J'avais envie de vous montrer ce petit réflexe de reptation aussi à différents moments de la vie d'un enfant. Euh, donc là, on a un tout petit et on va avoir un réflexe de reptation. Donc, je mets un appui sous les pieds et ça déclenche ce petit mouvement de reptation et l'enfant, il rampe. Ça, c'est réflexe, d'accord? Il n'avait pas prévu, lui, de ramper, mais je lui déclenche son réflexe de reptation, d'accord? Qui a d'ailleurs un petit peu de mal à se déclencher si vous êtes attentif. Et on voit qu'il y a une petite séquelle de plagiocéphalie aussi euh, qui est associée. Et Et ensuite, on va avoir l'enfant, il va passer donc de ce mouvement de reptation réflexe à un mouvement de reptation volontaire. D'accord? Là, il a décidé d'aller quelque part et hop, je décide, je vais ramper. D'accord? Donc, on est passé d'un mouvement réflexe. euh, ah oui, merci Céline. Oui, reptation, pas petite erreur. Euh, et là, on a un enfant de 9-10 ans qui, à qui je demande est-ce que tu peux ramper? D'accord? Donc, vous vous doutez bien que si il fait ça, c'est que quand il est petit, il n'a pas rampé. D'accord? C'est pas possible. Sinon, il y aurait une mémoire du corps. Et donc, ça, quand vous demandez à quelqu'un de ramper et que c'est un peu bizarre, il y a de fortes chances qu'il y ait des réflexes archaïques qui ne soient pas intégrés. Alors, ah merci, tu remontes les questions. Un réflexe que vous intégrez en rééducation peut-il de nouveau oui, réapparaître, on va dire? Oui, parce qu'en fait, les réflexes, ils vont être déclenchés en situation de stress. Donc, tu peux très bien avoir fait un travail de rééducation qui a permis d'intégrer ces réflexes qui sont enquiquinants, mais revivre une situation de stress, que ce soit euh, du stress psychologique, mais avoir un accident de voiture, faire une très grosse chute, voilà. Donc effectivement, oui, on peut avoir des périodes, et on sait aussi, par exemple, que les personnes âgées, en vieillissant, elles vont avoir tendance à avoir à nouveau des réflexes archaïques qui réapparaissent. Euh, et, euh, et la petite histoire, il y a certaines maisons de retraite qui réutilisent un réflexe qui s'appelle le réflexe main-bouche. D'accord? Donc, main-bouche, quand quelque chose touche la main, ça amène à la bouche. D'accord? Et ils refont des petits cubes de un peu plus solides. D'accord? C'est pas de la purée, mais pour que les personnes âgées puissent utiliser ce réflexe et être à nouveau autonomes dans l'alimentation. D'accord? Donc, effectivement, on peut avoir des choses comme ça. Alors, ah oui, bah heureusement que tu me remontes les questions parce que sinon j'en avais raté. Euh, donc, Aurore qui demande donc est-ce qu'il y a un lien avec l'état émotionnel? Alors oui, on a toujours des composantes émotionnelles dans les réflexes. C'est vrai que moi, je suis ostéopathe, puis je suis assez dans la mécanique, donc j'y vais pas forcément
voilà, toujours creuser jusqu'au bout des composantes émotionnelles, mais oui, oui, bien sûr qu'il y a aussi des composantes euh, hum, émotionnelles. Alors, combien il y a de réflexes archaïques au total? Alors, il y en a une quarantaine qu'on connaît bien, mais en tout, il y en a à peu près 70. Alors, ensuite, on a une autre question de Vanessa. Est-ce que traiter les problèmes des réflexes non intégrés doit s'intégrer dans une démarche pluridisciplinaire, psychomote, etc., ou ça suffit en tant que tel? Bah, ça dépend des problématiques des enfants ou des adultes hein, d'ailleurs, mais oui, ça dépend en fait des problématiques. S'il y a juste un réflexe qui est embêtant, on peut le s'en occuper en tant que tel. Et si vous vous souvenez de la pyramide des apprentissages aussi, c'est que on va avoir des fois des enfants qui vont faire par exemple un travail de rééducation optométriste, donc la mobilité des yeux, et on voit que dans la pyramide c'est au-dessus des réflexes. Donc des fois on a des enfants qui font une rééducation puis ça tient pas, ça revient, d'accord? Parce qu'en fait la base c'est les réflexes. Donc des fois, ça peut être pas mal de faire ça. Puis après, suivant les enfants, bah, effectivement, il y a des enfants à qui ils vont avoir besoin d'un suivi pluridisciplinaire. Et je crois que ça tombe bien, les questions étaient là. Voilà. Du coup, s'ils réapparaissent en cas de stress, peuvent-ils se réintégrer tout seuls? Alors, c'est sûr que quand plus on va faire de mouvements, plus on va bouger, plus on a de chances de les intégrer, ces réflexes. Et par exemple, j'ai souvenir d'un petit garçon qui faisait du judo. Et donc, au judo, il rampait, d'accord, dans les exercices. Et donc, c'est un enfant qui avait partiellement intégré ses réflexes grâce à ça dans le mouvement. Ou par exemple, quand on laisse les enfants grimper, parce que grimper, c'est comme ramper, d'accord? C'est les mêmes mouvements, d'accord? Donc quand on laisse les enfants grimper, on les aide à intégrer leur réflexe archaïque. Alors, en quoi les réflexes archaïques peuvent aider un enfant? Alors, souvent, on va avoir, en fait, les enfants, ils vont avoir les deux, d'accord? Ils vont avoir des réflexes non intégrés et un TDAH. Donc, c'est juste, on va enlever cette couche-là des réflexes qui les embêtent. Donc, c'est comme si on leur enlevait un caillou de la chaussure, quoi. Il leur en reste plus qu'un. Alors, je reprends un petit peu les questions. Est-ce que donc réintégrer les réflexes permet-il de diminuer les difficultés cognitives? Oui, c'était un peu la même question c'est-à-dire que oui, on va avoir une intégration des réflexes qui va vraiment, on peut avoir des changements sur le comportement des enfants. Et donc, je partageais à Virginie juste avant là qu'on commence une petite fille que je suis en cabinet. Et donc, sa grosse problématique, c'était qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Elle voulait absolument dormir chez sa maman. Dans le lit de sa maman à 9 ans parce que c'était vraiment crise d'angoisse carabinée avec un comportement très autoritaire à l'école, des vols, voilà, des choses comme ça. Donc c'était voilà, compliqué, compliqué. Et donc on a fait voilà, ce travail d'intégration et dans les choses que je pouvais observer, par exemple, c'est qu'elle ne me regardait pas forcément, un peu des choses comme ça. Et donc avec ce travail d'intégration, c'est une petite fille qui a vraiment changé complètement son comportement à l'école. Et par exemple, moi, je vois que maintenant, elle me sourit, voilà, elle me regarde dans les yeux, des choses, voilà, on voit des progressions. Et c'est une petite fille qui avait 9 ans, hein. Donc c'est pas un bébé, quoi, hein. Elle était déjà assez grande. Bon, il y a plein de questions. Alors, l'emmaillotage qui empêche le réflexe de Moreau est-il une pratique néfaste pour l'intégration de ce réflexe? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne saurais pas. C'est compliqué de répondre comme ça, oui, non. C'est-à-dire que, en fait, on a effectivement des enfants qui ont des réflexes de moraux qui sont très
forts, d'accord, et qui vont vraiment perturber. C'est des enfants, on les pose, ils se réveillent avec ce réflexe de Moro qui les enquiquine. C'est vraiment. Voilà. Donc c'est vrai que je comprends que ça soit tentant d'emmailloter. Les enfants, parce qu'effectivement, ça va calmer le réflexe de Moro. Mais voilà, je privilégierais pardon, de l'intégrer, mais différemment, en faisant des mouvements plutôt que en emmaillotant. Alors, j'essaie de reprendre un petit peu les questions. Hop. Alors, Monica, tu demandes combien de temps on va avoir besoin pour intégrer les réflexes archaïques. Donc, c'est vrai que en Europe et à l'international, tout le monde n'est pas d'accord, hein, forcément, sur le temps qu'il faut pour intégrer les réflexes. Mais c'est quand même, voilà, il faut tous les jours, plusieurs minutes, plusieurs semaines, 5 à 6 semaines, d'accord, pour intégrer un réflexe. Donc, c'est quand même pas des trucs qui se font comme ça en 2 minutes, quoi. Il faut de la répétition. Alors, Anne-Sophie, tu demandes au quotidien en crèche, comment voir si qu'un enfant n'a pas intégré certains de ses réflexes. Alors, quand on est en crèche, en fait, tu peux observer le développement moteur, en fait, parce que c'est vraiment le reflet de ce qui se passe. On n'a pas forcément besoin de comprendre les réflexes. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir un truc un peu bizarre, d'accord, un enfant qui marche à trois pattes, qui se déplace sur les fesses, euh, un enfant qui est coincé, qui fait l'avion, mais qui est complètement bloqué, qui n'arrive à rien d'autre à faire, un enfant qui n'arrive pas à se retourner, tout ça, c'est des signes il y a quelque chose qui ne va pas dans son développement moteur slash réflexe archaïque, en fait. Alors Marion, c'est une très bonne question. C'est quoi le lien entre les réflexes archaïques et l'énurésie? Donc l'énurésie, c'est les pipis au lit. En fait, on sait que le réflexe de Galland, quand on le stimule bilatéralement, on va déclencher la miction. D'accord, les bébés vont faire pipi. D'accord, donc on ne sait pas exactement pourquoi, mais on a observé ça. Donc on sait que le réflexe de Galland, c'est en lien avec les problématiques d'énurésie. Mais souvent, on a deux choses qui vont être en lien avec l'énurésie. On a aussi des problématiques où les enfants, ce sont des respirateurs buccaux, d'accord, donc ils respirent par la bouche. Donc, quand on veut prendre en charge les enfants qui ont des problématiques d'énurésie, il faut regarder les deux. Il faut regarder les réflexes, mais il faut regarder la respiration, d'accord. Parce que des fois, on n'a pas le réflexe, mais on a les problèmes de respiration, puis des fois, on n'a pas les problématiques de respiration, mais on a le problème du réflexe. Alors, Junko, tu demandes comment peut-on vérifier? Donc oui, tu peux aller chez quelqu'un qui est formé, d'accord? C'est pas forcément des kinés ou des ostéopathes, d'accord? Il y a plusieurs professions, il y a aussi les psychomotes, des chiros. Voilà, on est plusieurs professions à tourner un petit peu autour des réflexes. Donc voilà, c'est un petit peu en fonction de qui tu trouveras sur ton secteur. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes vos questions parce que je vois ça file. Alors, j'essaie d'en prendre encore un petit peu. Et puis après, là, je vous présenterai la formation pour les professionnels et puis les différentes options. Quels sont les réflexes à travailler pour des problématiques d'écriture? Donc, Pauline, donc je trouve que c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, c'est une problématique qu'on rencontre souvent. Donc finalement, pour écrire, il nous faut une main. Et donc, on va travailler les réflexes de la main plus le RTAC qu'on a vu, réflexe tonique asymétrique du coup, parce qu'en fait, on veut quand même pour écrire avoir une coordination œil-main, d'accord. Donc, on a souvent des réflexes, j'allais dire centraux, c'est-à-dire qu'on a pas mal de réflexes qui vont connecter la tête au reste du corps, d'accord. Donc, on veut que la tête elle soit libre par rapport au reste du corps, puis ensuite, on veut que la main elle fonctionne bien, d'accord. Donc, en général, on va travailler sur ces choses-là. Alors, un enfant de 6 7 ans qui met beaucoup de choses à la bouche, les manches, les papiers, les jouets, est-ce que c'est un signe de réflexe archaïque non intégré? Alors oui, ça peut, hein. Donc on a beaucoup, beaucoup de réflexes qui sont au niveau de la bouche, puisque en fait, eh bien, pour survivre, il faut manger. Donc on a beaucoup de réflexes, réflexes de fouissement, réflexes de succion, réflexes de mastication. On a beaucoup de réflexes au niveau de la bouche. Donc les réflexes qui persistent, ça va faire voilà, des enfants qui vont mettre plein de choses dans la bouche.
Alors, alors, Tiphaine, connaissez-vous des formations pour les psychomotriciennes sur les réflexes archaïques? Alors, moi, j'ai pas mal de psychomotes qui sont dans ma formation, dans mes formations, donc vous êtes les bienvenus. Moi, j'aime beaucoup la motricité, donc je suis vraiment, voilà, j'aime beaucoup travailler avec les psychomotes parce que c'est vraiment la motricité et le mouvement, quelque chose euh, qui me passionne. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Après, voilà, ça dépend. Les formations sur les réflexes, il y a vraiment un peu deux tranches d'âge avec lesquelles on peut travailler. Pour moi, il y a voilà, les bébés de la naissance à la marche, puis ensuite on a les enfants pour les enfants plus grands. Alors, j'essaie de prendre encore une ou deux questions. Alors, Vanessa, tu demandes, voilà, le travail sur les réflexes ne fait pas consensus dans le domaine de la santé. Où en est-on des preuves de cette approche? Donc, je sais que ça, c'est vraiment une question qu'il y en a pas mal qui se sont posées, d'accord? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper récent en France, mais c'est pas récent à l'international, d'accord? Donc, ça veut dire que si, quand toutes les personnes qui parlent anglais, vous pouvez très bien aller chercher en anglais et vous pouvez aller chercher sur le moteur de recherche des études scientifiques, ça s'appelle Google Scholar, d'accord? Et vous tapez réflexes archaïques et vous verrez, il y a des centaines et des centaines d'études sur les réflexes archaïques. Vous pouvez aller sur mon site dans mon approche, mon approche, un truc comme ça. J'ai mis toutes les études sur lesquelles je m'appuie, d'accord? Donc vous pouvez aller farfouiller aussi là. Euh, donc voilà, il y a pas mal, il y a de la recherche effectivement, tout le monde, c'est quelque chose de récent. Donc ça a une trentaine d'années, un peu quoi, 30-40 ans. Donc c'est sûr que la recherche, elle se poursuit. Mais en tout cas, quoi, moi, au cabinet, je vois vraiment un changement dans la capacité d'apprentissage, dans les comportements des enfants. Ça a été vraiment un plus dans ma pratique au quotidien avec les enfants. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Faiza, tu demandes est-ce que les plagios ou brachis, donc les aplatissements de la tête, euh, ça va influencer les réflexes? Oui, parce qu'en fait, souvent quand tu as une plagio ou une brachie, tu as des raideurs au niveau du cou. Donc tous les réflexes qui vont faire la jonction entre la tête et le reste, ils vont être perturbés. Donc oui, on a souvent, souvent, souvent des problèmes de réflexes quand tu as eu une déformation de la tête. Alors, ah ben, il y en a qui ont déjà répondu à un livre à conseiller sur les réflexes. Donc, effectivement, le grand livre des réflexes de Sally Godard et le Emmanuel Sutherland. Et j'ai le mien qui vient de sortir. Donc, on va quand même je vais prêcher un peu dans ma paroisse. Il s'appelle Le développement moteur de votre enfant que je coécris avec Isabelle Filiosa. Alors, allez, je prends une dernière question. Hop. Ouais, attendez, j'ai lu une question. Alors, Alicia, tu demandes, est-ce qu'il y a des réflexes archaïques non intégrés qui peuvent être en lien avec une difficulté avec le quatre pattes? Oui, clairement. Et je trouve que c'est vraiment une phase fascinante, le passage à quatre pattes, parce que c'est une phase où tu vas avoir des réflexes qui disparaissent et puis tu as des réflexes qui vont apparaître. Donc en fait, on a vraiment besoin qu'il y a certains réflexes qui disparaissent et d'autres qui apparaissent pour le franchissement du quatre pattes. Et donc on a un réflexe qui va faire que quand la tête, elle se redresse, ça va verrouiller les coudes. D'accord? Donc ça va aider l'enfant à se stabiliser sur son quatre pattes. Donc, ouais, je suis désolée, il y a tellement de questions, je ne pense pas que j'aurai le temps de tout répondre. Je suis vraiment voilà, désolée pour celles qui n'auront pas eu leur réponse. N'hésitez pas à m'envoyer, voilà, si vous avez un mail ou des choses comme ça. Euh, attendez, voilà. Bon.
Donc, donc voilà, oui, effectivement, je vous ai présenté donc voilà les trois réflexes, réflexe tonique asymétrique du cou, réflexe de Galant, réflexe de Pérez, le réflexe de reptation. Et puis, je vais vous présenter la formation pour les professionnels pour les bébés de la naissance jusqu'à la marche. Donc, je vais vous présenter ça. Voilà, s'il y a encore quelques... Il y avait des questions sur les livres. Voilà. Le replay, voilà, le replay sera envoyé également. Donc, la formation, elle va vous permettre euh, de proposer des consultations. C'est une formation qui est faite pour les professionnels, donc ostéopathes, kinés, psychomotes, ou toutes les personnes qui travaillent avec des enfants, qui travaillent en crèche, qui travaillent comme assistantes maternelles, d'accord. C'est sûr que je préfère pas qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas les bébés, d'accord. Il faut déjà maîtriser, soit vous avez manipulé des bébés toute la journée, soit vous avez une profession qui vous fait manipuler des gens. Euh, et donc, voilà, vous pouvez proposer des consultations. Euh, vous pouvez faire des ateliers en crèche, vous pouvez euh, faire des choses comme ça et accompagner les enfants à travers leur développement moteur. Alors, j'ai une autre question. Euh, Est-ce que faire le lien entre motricité atypique en crèche et les réflexes non intégrés ne risquerait pas de passer à côté d'autres difficultés plus graves, type, type trouble neuroparalysie cérébrale de type mineur, trouble génétique? Euh, Je suis pas sûre de comprendre ta question. C'est sûr que dans tous les cas, si on va avoir un gros retard moteur, dans tous les cas, on va faire intervenir les médecins et toutes les personnes qui sont nécessaires pour faire un diagnostic. En fait, ça c'est pas mon travail en fait, et c'est pas le travail des personnes qui travaillent en crèche. C'est-à-dire que c'est toujours des choses qu'on va référer chez un médecin. Mais ça n'empêche pas que même des enfants qui ont des handicaps et des problématiques, on veut quand même les accompagner et puis qu'ils puissent aller au maximum de là où ils peuvent aller. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants porteurs de handicap. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est passionnant d'accompagner ces enfants parce que on peut faire plein, plein de choses. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, dans la formation, il y a, donc, vous avez donc accès à une formation qui est en ligne, enregistrée. Je vous ai mis toutes les grandes étapes du développement moteur et comment je l'utilise dans ma pratique de cabinet, tous les réflexes archaïques. Euh, et puis, dans ça, c'est tout ce que vous avez dans le module 1. Et puis, dans le module 2, vous avez tout ce qui euh, n'est pas des réflexes archaïques et de la motricité, mais qui, à mon sens, était important de pouvoir prendre en charge avec les enfants. C'est-à-dire que moi, au cabinet, j'ai beaucoup d'enfants qui vont avoir des reflux, une plagiocéphalie, qui vont avoir des difficultés de sommeil. Et je pense que c'est important de pouvoir accompagner et prendre ça en charge avec les bébés parce que c'est compliqué de parler du développement moteur tant qu'on a un enfant qui a des reflux, par exemple. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir aborder les deux en parallèle. Donc ça, c'est tout ce qui est dans le module 2. Et donc, dans la formation, on a des lives une fois par trimestre, mais surtout, on a un groupe Facebook dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Et là, moi, j'y suis toutes les semaines pour répondre à toutes les questions que vous avez sur les bébés que vous voyez en cabinet ou en crèche, pour voilà, tous les cas particuliers ou juste voilà, les questions que vous vous posez sur les bébés que vous voyez. Donc, voilà, globalement, dans l'information, si vous avez envie, vous pouvez aller retourner sur la chaîne YouTube pour voir toutes les personnes qui ont, quoi, une partie des personnes
qui ont fait la formation. Et ça peut être de retrouver des personnes qui ont la même profession que vous, voir comment elles utilisent la formation dans leur pratique. Donc Magali, elle intervient en crèche. Euh, Ensuite, on a Mireille qui est kiné, on a Alice qui est ostéopathe, Marianne qui est réflexologue, Catherine Tixier qui est psychomote, on a Chloé Bulot qui est psychomote aussi, Amélie Dumont qui est euh, doula, pardon, et Stéphanie Mathieu qui est psychomote aussi, Pauline qui est kiné, voilà, on a des ostéopathes, etc. Donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube, voilà, des personnes qui ont fait qui ont la même profession que vous, pour voir un petit peu comment elles l'utilisent en cabinet. Alors, euh, voilà, donc d'autres témoignages de la formation. Et donc aujourd'hui, vous pouvez rejoindre la formation. Donc normalement, elle est en vente à 1 487 €. Et quand je fais un webinaire, d'habitude, je fais une réduction de moins 20%. Mais cette semaine, c'est mon anniversaire et j'ai 40 ans. Donc il y a une offre supplémentaire exceptionnellement. Et donc il y aura moins 40% pour cette offre anniversaire. Et pour les 10 premières qui s'inscrivent, je vous enverrai mon livre en cadeau supplémentaire. Alors, je reprends les questions. En étant enseignante de maternelle, est-ce que c'est intéressant? Je ne suis pas sûre que ça soit intéressant en tant qu'enseignante en maternelle parce que moi, je m'arrête une fois qu'ils marchent. Donc, en maternelle, ils sont un peu plus grands. Donc, je suis pas, voilà, je suis pas sûre que ça soit pertinent. C'est vraiment si vous avez envie de travailler avec les tout petits. Euh, donc, Hélène, donc, quelle formation à me conseiller en tant qu'orthophoniste et donc avec les enfants plus grands? Donc, j'ai une autre formation pour les enfants plus grands qui débutera en mai, euh, et là qui sera en direct avec moi, en Zoom. Donc, tu peux te préinscrire sur mon site pour l'instant en attendant que ça soit disponible. Oui, tout à fait. Il y a tout un tas d'autres formations qui existent, comme la méthode avec Paul Landon. Et voilà, il y a plein d'autres choses, hein, bien sûr. Je ne suis pas la seule à former sur les réflexes. Personnellement, voilà, je me suis formée avec Paul Landon, avec qui j'aime beaucoup son travail, et qui, qui recommande ma formation, qui a validé ma formation comme étant un module complémentaire pour la validation IMP. Donc, bon anniversaire, merci. Alors, donc oui, Hélène, tu demandes le lien entre le TDAH et les réflexes. En fait, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que c'est juste qu'on va avoir, les enfants, ils vont avoir les deux. Ils vont avoir un TDAH et des réflexes archaïques non intégrés. Donc, on va juste travailler les réflexes non intégrés, en fait. C'est-à-dire que ça va leur enlever comme un caillou de la chaussure. C'est juste, on n'enlève pas le TDAH. Donc, non, la formation, elle n'est pas éligible au CPF. Et donc, alors, on va arrêter le partage. Euh, voilà. Voilà. Si vous avez encore quelques questions, je vais vous partager les liens. Le code de réduction, ça sera le code anniversaire, tout simplement. Euh, hop, voilà. Le co- et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi me joindre par mail et le code et le code. Euh,
Après, voilà, s'il y en a, en fait, pour moi, la formation sur les bébés, c'est vraiment, il y a à peu près 35 heures de vidéo, d'accord, de travail, donc c'est vraiment une formation très complète. Vous avez la possibilité d'avoir aussi une certification à la fin. Vous apparaissez sur mon site. Moi, j'ai des demandes toutes les semaines de parents qui cherchent des professionnels, d'accord, donc ça vous fait aussi une communication et voilà, c'est pour moi une formation très complète. En fait, le bébé, c'est-à-dire que quand on a un bébé de 1 mois, c'est pas un bébé de 6 mois, c'est pas un bébé de 10 mois. D'accord. Le changement de la première année, il est énorme. C'est-à-dire que c'est c'est- c'est, euh, euh, c'est sûr que on peut se dire bah, la temporalité elle est petite, d'accord, de 0 à la marche, ça fait quand même pas très très long par rapport à la formation sur les réflexes qui va s'étendre entre 6 et 16, c'est une période beaucoup plus grande. Les changements entre la naissance et la marche, ils sont tellement énormes que effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer et à modifier, quoi. Il y a beaucoup de choses différentes entre un enfant qui ne se retourne pas, un qui ne fait pas de quatre pattes. Euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à voir. Alors, hop, hop. Quelle est l'organisation de cette formation? Fada, je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question sur l'organisation. Euh, Après, hop, ce que je peux faire, c'est je peux vous emmener dans l'espace de formation. C'est, euh, tableau de bord étudiant. Si vous voulez qu'on aille voir à quoi ça ressemble. Et puis après, il faut arriver à. Pour moi, vraiment le plus, c'est l'espace Facebook ou le groupe Facebook où vous pouvez poser toutes vos questions dedans. Hop, hop, partager. Pardon, je décale. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc voilà, vous avez le manuel de formation qui peut être téléchargé. Vous avez les bonus avec les petits visuels, avec tous les exercices. Vous avez là toutes les étapes du développement moteur, donc à chaque fois avec une vidéo. Vous avez tous les réflexes, les différents réflexes qu'on va voir. Vous avez des techniques d'ostéopathie. Et après, vous avez le module 2 avec l'allaitement, bien sûr, parce qu'on va vraiment. Les réflexes sont très, très présents pour l'allaitement. Hein, donc, il y a plein de choses intéressantes. RGO et reflux, voilà, les plagios, les réflexes de la naissance qui sont intéressants. Voilà. Et puis, pas mal d'autres petites choses que je vous ai partagées. Puis, vous avez les replays des lives qui sont là. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses dans cette formation. Alors, j'essaie de reprendre un petit peu vos questions. Euh, donc, Tiffen, ben, là, je vous ai remis le lien. Donc, normalement, tu peux l'avoir là dans le chat. Et puis, hop, pourquoi il ne veut pas partir? Il n'y a actuellement aucun participant dans la salle d'attente. Alors, non. Euh, Chat du groupe, voilà. Voilà. Et puis, je vais essayer de prendre vos dernières questions. Alors, voilà, je vous ai remis le lien dans le chat. Et puis, si vous êtes inscrit, vous recevrez les mails demain et après-demain. Voilà. Merci. Donc, merci. Bah, voilà. OK. OK, bon. Eh bien, écoutez, top. Voilà. Merci, merci. Voilà. S'il y a eu quelques questions pour terminer. Donc, non, elle n'est pas complètement en autonomie puisque vous avez le groupe Facebook. Et moi, j'y suis toutes les semaines. Donc, ça permet, vous pouvez filmer, vous pouvez mettre des cas cliniques. Donc, vous avez quand même encore accès à moi sans souci en étant dans la formation. Je vous aide pas, vous restez pas tout seul. Voilà. Je suis là, je reprends mon poupon, je vous remontre. Il n'y a aucun souci, je reste accessible.
Ok, et ben, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir interagi. Euh, voilà, s'il reste encore une ou deux questions sur la formation, avec plaisir. Et sinon, bah, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, belle soirée. Au revoir.